on a aujourd'hui avec nous Fred Monestier, donc, qui est à Grenoble. Bonjour Fred. Bonjour Fabien. Et donc on va parler de son avec toi durant plusieurs podcasts. Peut-être pour nous permettre aux auditeurs de te situer, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Tu es ingénieur du son aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Eh bien, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Eh bien, moi je suis ingénieur du son depuis une vingtaine d'années à peu près, principalement dans la région de Grenoble. Je me suis pas mal déplacé par période. Moi je fais du son, à peu près toutes les formes de son liées à la musique. Je dis ça parce que je fais pas de son spécialement à l'image, j'en ai fait un petit peu mais c'est pas du tout ma spécialité. Moi je fais plus du son lié à la musique. Donc, alors son lié à la musique c'est quoi pour toi? Donc de l'enregistrement en studio, du mixage, du mastering et du son live également. Donc c'est des groupes de musique actuels Ouais, voilà, tout style de musique et tout style de groupe. Mais voilà, quand je dis live, c'est de la sonorisation. Donc il m'arrive de mixer le son d'un concert pour un groupe ou pour un projet particulier. Mais voilà, le plus clair de mon temps, c'est quand même le studio, donc l'enregistrement, mixage, et puis le mastering, ce qui n'est pas chose forcément... Il n'y a pas beaucoup d'ingé son forcément qui font de l'enregistrement, du mix et du mastering. Moi, c'est vrai que le mastering, j'en fais beaucoup aussi, et c'est souvent lié à une activité qui n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment souvent dédié à des studios de mastering. Tu as vraiment ces trois pratiques de prise de son, mixage, mastering, et régulière, quoi. Complètement. Et j'alterne entre les trois. Donc il y a des projets où je fais les trois, d'autres projets où je fais qu'une des activités. Il y a des projets où je vais faire que enregistrer une batterie, par exemple. D'autres projets où je vais que mixer un titre. Voilà, donc on peut en vivre encore aujourd'hui, c'est possible. Bah ouais. On n'est pas. Je pense qu'en province, on n'est pas très très nombreux à en vivre, mais oui. Faut se faire à l'évolution des technologies, des demandes, des projets. C'est sûr que le métier il a changé en 20 ans, mais il existe encore. Alors comment tu en es arrivé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment tu es arrivé déjà à faire du son? Est-ce qu'avant tu faisais de la musique? Ouais, alors moi je pense que la maladie du son, elle m'a pris très jeune. Hein. Je veux dire, quand j'étais tout petit enfant... Dès que j'avais une boîte à chaussures, je dessinais des haut-parleurs dessus. Ah oui. Tu as commencé par le dessin alors? Oui, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que je ne savais pas encore vraiment ce que c'était, mais il y avait déjà un truc qui se préparait en moi. Et après, ouais, j'ai fait du solfège quand j'étais enfant, j'ai fait du saxophone, cursus d'école de musique un peu traditionnel. C'est toi qui as eu envie de le faire ou c'est tes parents qui t'ont dit voilà tu vas faire de la musique? Non, c'est moi qui avais envie de faire de la musique. Ouais. D'accord. J'en écoutais, j'étais grand consommateur de manches-disques à l'époque déjà avec des 45 tours. Le saxophone, c'est toi qui as décidé de... Ouais. T'as dit je veux faire du saxophone. Oui, parce que je sais plus. Je pense que chez nous on écoutait pas mal de jazz. Mon père écoutait beaucoup de jazz, donc c'est vrai que je sais pas, ouais, c'était le saxophone. D'ailleurs, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait ça en premier instrument. Mais bon, bref. J'ai fait du saxophone. Et après, vers 11 ans, par là, je suis parti en Angleterre, un voyage scolaire. Et je me suis retrouvé à un concert en extérieur. C'était pas le premier concert de ma vie, mais c'était une des premières fois où je me rendais compte, en fait, un festival en extérieur, qui avait du son, qui avait des consoles, qui avait des micros. Et je me suis retrouvé, en fait, moi, derrière, du haut de mes 11 ans, derrière la régie, en fait, principale de ce lieu-là. D'accord. Et je pense que j'ai eu une révélation, quoi. Je veux dire, ça a expliqué mon... T'as vraiment cette image qui t'est restée... Ouais, ça a été vraiment un truc. Ça a expliqué, en fait, toute la passion déjà qui existait en moi, mais voilà, qui ne s'était pas encore bien formalisée. Et là, je pense que... C'était un concert de quoi? Je ne me souviens pas du tout. D'accord. C'était une classe, je devais être en 6e ou en 5e. C'était une classe, donc un voyage organisé avec l'école. Et le concert, non, je ne me souviens pas du tout. Je me souviens juste de la console et d'avoir pris conscience en fait, qu'il y avait des musiciens qui jouaient, mais qu'il y avait plein de trucs techniques autour, et notamment cette console énorme. Donc c'est la console au début qui t'a attiré, quoi. Ouais, et je pense que le retour de ce voyage scolaire, j'ai gardé j'ai plus mangé. Pour garder mes petites économies que j'avais pour m'acheter mon sandwich sur le bateau, machin. Non, j'ai pas mangé. Ouais, en me disant, faut absolument que je m'achète un truc, un câble, un micro, un casque, je sais pas quoi. Bon, puis c'est quand même vieux, hein, cette histoire-là. Donc, bah oui, 11 ans, oui. Donc voilà. Et
Et c'est vrai que ça a commencé là. Et je pense que c'est toujours pareil aujourd'hui. Il y a toujours ce truc. Et c'est quoi le premier truc que tu as acheté alors? Le premier truc, c'est peut-être un magnétocassette. Petit magnétocassette, ouais. Après, je suis parti. Les premiers contacts que j'ai eus à l'époque, c'était dans des magasins de hi-fi. Voilà, je pense que ça a coïncidé à peu près avec l'arrivée du CD aussi. Ouais. Donc le CD, ça a été aussi un truc qui m'a passionné. Et puis après, j'ai rencontré à cette époque-là un réparateur de télé qui avait une passion un peu secrète du son parallèle à son activité de réparation des télés. Et il fabriquait des enceintes qu'il louait, en fait, pour des discos mobiles, pour des mariages. Et moi, j'ai commencé donc à lui soutirer un peu les plans qu'il avait sur ses enceintes, à discuter, à passer du temps dans son magasin, à discuter avec lui. Et j'ai commencé à fabriquer des enceintes. Donc là, j'étais adolescent, enfin 12-13 ans. Tu avais déjà des enceintes chez toi, j'imagine. Oui, je devais avoir des trucs, mais je voulais vite faire de la sonorisation. D'accord. Et donc j'ai fait des mariages, j'ai fait de la disco mobile à cette époque-là, j'ai fait des soirées. Et j'ai vite commencé à faire des petits concerts, quoi, avec la MJC du coin. Sonoriser des groupes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, t'as appris sur le tas au départ ou... Ouais, à cette époque-là, ouais, bien sûr. J'étais j'étais scolarisé, mais j'étais au collège, donc voilà, je passais effectivement tout mon temps libre à faire de la musique, à composer de la musique, tu composais de la musique? Ouais, j'ai très vite eu envie de créer, quoi. Je veux dire, même en tant que musicien, je préférais créer ma propre musique que jouer, que interpréter celle des autres. Donc ça a été très vite le cas, quoi. Donc j'ai vite acheté un synthé aussi, un premier. Enfin, c'était pas un synthé, c'était un Yamaha, un PSS, une petite workstation de l'époque, là, un truc un peu tout en main avec des rythmes, etc. Donc numérique, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis donc, ça a commencé à peu près cette période, et puis ça n'a pas arrêté de se développer. J'ai enregistré un peu des petits groupes avec des 4 pistes cassettes à l'époque, fait de la musique avec des copains, sonorisé les week-ends dans et des tout ça, MJC. tu le faisais gratuitement, j'imagine? Je me faisais un peu payer sur des trucs déjà. Hein. D'accord. Ouais. Je faisais des trucs à la MJC à Voiron, je me rappelle, à l'époque, où le week-end, il y avait une salle qui s'appelait Atmosphère, je crois qu'elle existe toujours, enfin qui a changé d'endroit, mais qui existe toujours aujourd'hui. Et je sonorisais des groupes là-bas. Il y avait un groupe par semaine qui venait, donc ça pouvait être des groupes, des étrangers, même des tas de trucs. Et moi, t'avais quel âge là? 14-15 ans. 15 ah ans. Ouais. Et je m'arrangeais, je pense que je devais avoir un petit truc sur la caisse du bar ou un truc comme ça, quoi. Je me souviens plus comment ça se passait. Et j'ai commencé à faire mes premières armes dans ce. Et les gens étaient contents? Moi j'ai découvert tout, hein. Donc j'ai eu des trucs, des moments difficiles, quoi. Je veux dire, moi je découvrais un peu, donc je faisais comme je pouvais. C'est quoi, par exemple? Est-ce que tu as une anecdote qui te revient là? Ah ouais, je me souviens très bien d'un duo, ça a été douloureux, une expérience douloureuse avec un duo, c'était Jean-Louis Magin, et c'était un duo, je crois qu'ils existent toujours, ces gars-là. Musique cajun, je crois, violon guitare ou violon accordéon, je sais plus. Et c'est vrai que moi la balance était très compliquée parce que moi j'avais donc loué tout le matériel, installé des trucs, j'avais mes fameuses enceintes que j'avais fabriquées. Puis la balance c'était compliqué, je découvrais le Larsen à cette époque-là, et surtout violon, accordéon, pas facile. Et je me souviens que un des musiciens principaux est venu un peu rentrer dedans, à dire oui, non mais attends, laisse-moi faire, c'est pas possible. Je me souviens avoir été confronté à l'apprentissage, en fait, à dire je fais comme je peux, et puis voir en fait commencer à apprendre des autres, en fait, commencer à apprendre des gens qui ont une expérience que moi j'avais pas à l'époque, et puis commencer à voir comment les autres bossaient, et puis. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça m'a amené jusqu'au lycée. Je consacrais à peu près tout mon temps libre à ça. Et puis après, j'ai fait un BTS audiovisuel. Oui, donc logique, quoi. Ouais, voilà. Et là, tu as appris beaucoup de choses avec le recul? Alors, je savais déjà pas mal de trucs, puisque là, j'avais 18 ans, donc après mon bac, donc j'avais déjà beaucoup d'expérience finalement. Donc ça m'a appris, ça m'a appris des bases physiques du son. Ouais. Voilà, ça m'a montré aussi, ça m'a permis de travailler sur du matériel sur lequel j'avais pas eu l'occasion d'explorer des choses encore, hein, sur du vrai matériel de studio, des vrais micros, savoir que les micros, il existait des tas de sortes de micros différents, des tas d'équipements adaptés ou pas à telle situation. Donc ouais, c'était hyper enrichissant, quoi.
Mais du coup... ouais, dans ce BTS, c'était à Villefontaine, j'imagine, non? Non, c'était à Roubaix. Ah d'accord. À l'époque, il y avait 4 BTS en France audiovisuels, donc gratuits. Et il y avait une sélection gigantesque à l'entrée, quoi. Moi, je me souviens, en son, juste en option son à Roubaix, il y avait 660 demandes dans l'option son et ils en prenaient 8. Ouais, d'accord. Et j'ai fait partie de ces 8. Ouais, donc tu étais bon à l'école. Eh ben, écoute, pas forcément, mais j'avais un dossier à côté de cursus scolaire, d'expérience et de certificats de stage, de trucs. J'avais fait des stages en studio à cette époque-là. Ouais. Et j'avais un dossier béton. Donc ça a joué forcément. Voilà, donc j'étais un élève moyen au niveau scolaire, mais par contre, à côté, j'avais déjà beaucoup de preuves de motivation, quoi. D'accord. Donc, je pense que ça m'a permis d'accéder à cette formation. Non, mais c'était bien. Mais, et tu jouais toujours la musique? Oui, bien sûr. Tu as eu des groupes de musique? Tout à fait, des groupes. Tu as fait des scènes aussi en tant que musicien? Oui, bien sûr. En tant que saxophoniste, à l'époque. Après, je me suis mis au clavier, à la programmation, tout ce qui est MPC, etc. Déjà à cette époque, toute la synthèse sonore me passionnait pas mal aussi. Mais oui, j'avais plein d'expériences de musicien amateur, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a eu un choix à faire, est-ce que je veux être vraiment ingé son ou vraiment musicien, ou finalement ce choix s'est jamais fait et t'as toujours... Aujourd'hui, tu fais encore les deux? Moi, clairement, c'était le son qui m'intéressait avant tout, ouais. Mais le son d'un point de vue musical, quoi. J'ai jamais eu une approche du son technique pure, quoi. Je veux dire, j'ai appris la physique du son, la technique du son, etc. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le son pour ce qu'il apporte à la musique, en fait. Donc finalement, le son en tant que tel, c'est pas très intéressant, et la musique sans le son, ça n'existe pas. Donc en fait, voilà. Mais j'ai jamais eu ce truc de me dire, est-ce que je veux être musicien professionnel ou non, c'était le son depuis le début. D'accord. Mais à côté de ça, j'adore produire de la musique, j'adore composer, j'adore jouer de la musique, etc. Mais mon métier, c'est le son, quoi. Mais le son, c'est vaste. Le son, c'est la musique aussi. Donc finalement, moi, j'ai jamais vu de barrière entre le métier d'ingé son ou de musicien. Enfin, on fait tous un peu la même chose, en fait, hein. Notre but est tous le même, en fait. Donc c'est... Et moi, j'ai toujours... j'aime bien travailler comme ça avec les musiciens. On travaille main dans la main, quoi. Pour moi, je fais pas un métier plus technique que le leur et vice-versa, quoi. Je veux dire, voilà. Notre but, c'est le même, hein. C'est de faire de la bonne musique. Et moi, j'en fais partie et j'ai pas de frustration à pas forcément... Moi, mon instrument, c'est la console, c'est un micro, c'est tout ça, mais... Et après ce BTS, alors du coup, ça a été quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tes premières prods, tes premiers concerts? Dans le BTS, j'ai fait des stages passionnants. Donc un gros stage en sonorisation dans une grosse boîte à l'époque à Lyon. Et puis, donc là, c'est parce que c'est vrai que moi, entre le studio et la sonorisation, bon, je savais pas trop, il n'y avait pas vraiment, j'aimais les deux en fait. Et j'ai fait un stage en studio, un stage en sonorisation, un autre stage en studio après. Et après le BTS, ça a été effectivement la route un peu la plus facile à suivre après un BTS audiovisuel à cette époque-là, donc c'est il y a 20 ans, hein, c'était rentrer chez Radio France. Ah donc c'est ce que j'ai fait. Enfin non, je suis allé passer un entretien d'embauche à Radio France, ils m'ont embauché et en fait la veille de commencer, j'ai refusé. En fait j'ai dit que j'irais pas finalement parce que... Et c'était quoi comme job à Radio France ? Radio France, à cette époque-là, pendant 10 ans, tu faisais les émissions, le journal, les émissions quotidiennes, et au bout de 10 ans, tu pouvais accéder à France Musique et commencer à faire vraiment du son. Et moi, je me voyais pas du tout attendre 10 ans. Tu m'étonnes. Voilà, moi, je me voyais pas faire le journal, sachant qu'en plus, la visite que j'avais fait à l'époque de Radio France, c'était quand même un truc... les ingé-sons qui font le journal, pour moi, font pas vraiment de son, quoi. C'est-à-dire, c'est plus de la synchronisation entre les événements d'un journal, c'est-à-dire la radio, top musique, mais voilà, ils n'ont pas les mains dans le cambouis, si on peut dire, quoi. Je veux dire, le micro, il est réglé une fois pour toutes, ils ont juste à l'allumer, le fermer. Donc tout ce côté-là, je me suis dit non, mais en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire, quoi. Et donc, tu n'y es pas allé? Non, j'y suis pas allé. Et là, j'ai fait de la radio quand même. Je veux dire, mais à cette époque, tes parents, ils t'ont pas dit, mais t'es fou, tu refuses ce job. Écoute, mes parents m'ont toujours soutenu dans mes choix. Et je pense que j'aurais pas pu faire ce métier s'ils m'avaient pas soutenu très tôt dans ma jeunesse, quoi. J'ai eu de la chance qu'ils m'ont toujours soutenu et aidé, en fait, à assumer mes choix. Et voilà. Et du coup, j'ai quand même fait de la radio, mais une petite radio associative à l'époque qui s'appelait Radio Brume, qui s'est transformée après en tu passes de Radio France à Radio Brume, c'est intéressant.
Bah, fallait quand même que j'ai un boulot, donc il fallait quand même que je trouve un truc et j'ai trouvé ça. Alors Radio Brume en tant que tel, c'était pas formidable, mais alors par contre j'ai rencontré plein de gens, plein de musiciens, plein de passionnés de musique, et je pense que mon réseau professionnel que j'ai aujourd'hui est vraiment parti de cette époque-là. Ah, d'accord. Où j'ai rencontré plein de gens que je connais encore aujourd'hui, avec T'étais qui en j'ai technique travaillé. en radio. Ouais, tout à fait. Technicien radio. T'as pas fait d'interview, etc. C'est vraiment que la technique. Que technique. D'accord. J'assurais un certain nombre d'heures par jour. Je m'occupais aussi de l'habillage sonore de la radio. Donc à l'époque, il y avait Soundforge qui existait pour faire un peu les premiers petits jingles, etc. Je me souviens, m'amuser pas mal avec ça. Et puis, effectivement, ouais, ça a été ça. Et de fil en aiguille, après, j'ai dû faire peut-être 2 ans de radio et je suis parti 1 an comme régisseur d'une salle de spectacle en Haute-Savoie. Donc là, j'ai remis le pied dans la sonorisation, finalement, dans le spectacle vivant. J'ai beaucoup aimé, même si la part régie ne m'intéressait pas, mais bon, je pouvais toucher au son quand même, ouais, de près ou de loin. Ça m'a permis de faire un peu de lumière, ça m'a permis aussi de voir vraiment comment s'organiser des gros spectacles, quoi, des gros événements avec des artistes qui viennent de loin, avec tout ce qu'il y a autour aussi, quoi, tout ce qui est régie générale, avec l'organisation, les logements des artistes, voilà. Ça m'a vraiment mis un pied dans ce milieu-là, quoi, et c'était passionnant. Et de là, j'ai vraiment rencontré des gens d'une boîte de sonorisation de l'époque qui était super bien, qui était à Annecy, et qui ont commencé à me solliciter pour me faire bosser ponctuellement, en plus de mon boulot de régie, parce qu'on s'entendait bien et me mettre sur des plans de temps en temps, mais là, à faire du son. Mais t'avais un studio ? Non, là, c'était de la sonorisation. Ah oui. Donc là, c'était vraiment, je partais un week-end pour faire un événement à Paris, tel truc, tel concert, ou voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je suis devenu intermittent et j'ai bossé plus qu'avec eux. Ils me faisaient beaucoup bosser. Parallèlement à ça, j'avais sorti moi un disque à cette époque-là. En tant que musicien ? En tant que musicien. D'accord. Un vinyle à l'époque. Super. En tant que producteur. Et le label en fait qui avait sorti mon disque a monté un petit studio de restauration sonore. Parce que ce label à l'époque était spécialisé dans ressortir des vieilleries musicales qui n'avaient pas eu de succès à l'époque où c'était sorti dans les années 70. Et moi, ils m'ont fait travailler. En fait, ils m'ont dit, voilà, on aimerait monter un studio pour restaurer les bandes de l'époque, les remasteriser et les ressortir sur le marché japonais, etc. Ça devait être super intéressant. C'était passionnant. Et là, je me suis retrouvé à découvrir le mastering, à bosser beaucoup avec Translab à Paris à l'époque. Et tu as eu quelqu'un qui t'a formé un peu sur le mastering ? T'as pas été un peu accompagné au début ? Non, mais là, j'ai vu beaucoup de grands noms du mastering bosser. Donc, j'allais très souvent à Paris pour finaliser des gravures vinyles, etc. D'accord. Avec tous les grands noms à l'époque du mastering parisien, que ce soit Chab, que ce soit les gens de la Diams à l'époque, c'était des lieux emblématiques du mastering, et j'ai beaucoup regardé leur boulot en fait, et j'ai beaucoup appris. Et du coup, le fait de monter une petite structure de restauration sonore, mastering, pré-mastering sur Grenoble, ça m'a permis aussi de m'intéresser de près au sujet, et ça a été passionnant. Et à côté de ça, dans ce label, on a produit quelques disques aussi, donc avec des artistes. Donc ce studio s'est retrouvé à être un peu hybride entre partie mastering, donc connoté un peu traitement stéréo, ouais, et en même temps à devoir enregistrer des musiciens plutôt musique électronique à l'époque, mais devoir finaliser des projets, etc. Donc là, tu étais dans la prod, quoi. Ça y est. Complètement, ouais. Donc là, c'était génial, ouais. C'était génial. Et parallèlement à ça, moi, j'avais commencé donc depuis mes 11 ans à emmagasiner du matériel, etc. Et puis, dès que tu avais un peu d'argent de poche, tu achetais du matos, quoi. Ouais, ça a toujours été vraiment mon investissement. Et tu stockais où, chez toi ? Chez mes parents à l'époque, ouais. Et puis je le trimballais quand j'avais besoin pour aller enregistrer. Et t'as tout gardé, non ? T'as pas tout... J'ai gardé, vendu, réacheté, et puis fait grossir le truc, quoi. J'ai des choses de l'époque, des trucs que j'ai achetés à cette époque. J'ai un vieux délai là derrière moi. J'ai dû l'acheter, j'avais 12 ou 13 ans. Il est toujours là, quoi. Il est toujours là. À l'époque, je l'ai acheté parce qu'un gars m'a dit, tu devrais l'acheter. Un gars un super ingé son à l'époque, qui m'a dit, je vends ce truc, achète-le, c'est vraiment une belle machine.
Moi, je savais à peine ce que c'était et je l'avais acheté. J'ai compris longtemps après que c'était effectivement un super truc. Bon, c'est un vieux Roland SDE 2000 hein, pour la référence. Tu l'utilises encore, non? Oui, bah oui. Parce que ce son-là, tu le trouves nulle part ailleurs. Il n'y a que lui qui le fait. Donc, c'est des machines qui valent pas grand-chose aujourd'hui, mais qui ont un caractère, en fait, qui se reconnaît tout de suite et qui est super intéressant. Ouais. Et donc, après, je suis devenu un peu freelance quoi, dans le métier du son, à faire des disques, à enregistrer des disques, à mixer des disques, à faire de la sonorisation. Tu faisais ce travail où? Dans ton studio? Tu avais un studio? C'est à partir de quand que tu as eu ton studio à toi? À partir de cette époque, on était, je pense, dans les prémices de comment le son se fait aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les gros studios commençaient à avoir du mal à vivre, déjà un petit peu. C'était bien avant... l'informatique commençait à arriver, donc je veux dire, beaucoup d'artistes devenaient de plus en plus autonomes. Donc moi, je ne suis jamais passé par un cursus stagiaire dans un énorme studio, quoi. Ouais. Je ne suis pas passé par là. J'ai bossé ponctuellement ou été stagiaire ponctuellement dans des lieux, etc. Mais rapidement, moi, je me suis retrouvé avec un petit matériel et que j'allais amener dans un lieu, quoi. Alors, soit c'était un studio, soit une pièce vide, soit dans une maison avec des musiciens, et à commencer à enregistrer des disques comme ça, quoi. D'accord. Et les mixer où je pouvais, soit chez mes parents, soit dans un lieu avec des matelas autour, pour un peu faire un semblant de son. Et puis tu livrais le boulot, quoi. Exactement. Et les disques sortaient, et puis ça a commencé, puis il y a eu quelques disques à l'époque qui ont été un peu marquants pour moi dans ma carrière, quoi, qui ont fait que ces disques-là m'en ont amené beaucoup d'autres, quoi. Alors, par exemple... À l'époque, il y a eu MIG, un groupe de trip-hop grenoblois avec la chanteuse Jazia Satour. D'accord. Qui est un groupe à cette époque-là, qui a eu un aura intéressant, quoi, au niveau de la France et au niveau de... C'était la grande époque Portiched, Morshiba, tous ces groupes vraiment de trip-hop. Et MIG, c'est un petit peu associé à la française, à cette mouvance-là, quoi. Et comme moi, j'avais produit le premier disque et après j'ai produit ceux d'après également, ça m'a permis ça. Il y a des gens qui sont venus me voir, Gnawa Diffusion. D'accord, donc tu as mixé un album de Gnawa aussi. J'ai été réalisateur sur un album de Gnawa et mixeur, réalisateur et mixeur. Et puis après, en fait, les groupes un peu locaux de cette époque-là, Sinsemiya, Gnawa, Peps, tous ces gens-là ont fait appel à moi à cette période-là. Et puis après, ça a plus arrêté en fait. Hein. Ça a plus arrêté. Ouais, après, une fois que tu fais du bon boulot, que ça plaît, on en parle, j'imagine. Ouais, moi je suis ravi parce que j'ai jamais fait de publicité. Et j'ai un petit site internet depuis très peu de temps, mais pendant des années, effectivement, c'est le bouche à oreille. Et puis, c'est vrai que quand on travaille avec un groupe où il y a 8-10 musiciens, il suffit qu'il y a un musicien qui soit à un moment donné dans un autre groupe, qui refait appel à toi parce qu'il a été content de l'expérience avec toi. Et puis, c'est le boule de neige, l'araignée qui fait sa toile, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Et au niveau des évolutions technologiques, là, tu es passé quand même par plein de stades. Bah ouais, parce que moi, au BTS, j'ai appris à enregistrer sur de la bande. Hein. Parce qu'à l'époque, l'informatique, il y avait le Mac classique qui commençait à arriver, qui était une machine... Ouais, c'est le premier Mac. Hein. Historiquement, je crois que le Mac classique, c'est... Mac SE, Mac classique, c'est les premiers Mac et qui étaient dédiés au MIDI. Donc il était incapable d'enregistrer à cette époque, l'ordinateur, hein, mais il était capable de relire une séquence MIDI qu'on avait enregistrée sur un clavier. Bon. C'était déjà dingue. C'était déjà dingue, ouais. Et l'ordinateur coûtait 11 000 francs à l'époque, hein, donc 1600, 1700 euros, quoi. Hein. Donc c'était une somme colossale par rapport à ce qu'il pouvait faire, mais voilà. Et on travaillait sur bande, donc effectivement, moi, assez vite, j'ai travaillé avec des ordinateurs, quoi. Puisque c'est vrai que... Et là c'était après le BTS. Ouais. Donc moi, il a fallu pas tout réapprendre, mais apprendre l'outil informatique. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est un truc qui t'a plu. Ouais, mais moi, l'outil informatique, ça fait partie des outils qu'on doit utiliser. Après, pour moi, ça reste les fondamentaux du son, c'est toujours les mêmes depuis toujours, quoi. Ouais. Je veux dire, le principe d'enregistrement, il est vieux. Et le micro, le préampli, Après est venu se greffer la conversion audio numérique. Et c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas ce truc-là. Bon, mais un ordinateur, c'est des moyens qui sont plus pratiques, moins chers qu'avant, etc. Mais ça reste un magnétophone pour enregistrer de la musique. Donc,
Moi, j'ai quand même connu j'ai eu l'expérience des anciennes méthodes, ce qui fait que pour moi, l'informatique reste un outil supplémentaire et ça ouvre des tas de portes. Mais voilà, tout dépend ce qu'on met dedans, quoi. Tout dépend. On revient toujours à qu'est-ce qu'on va enregistrer, quel est le propos de la musique, qu'est-ce que l'artiste veut raconter. Et c'est quand même qu'on l'enregistre sur des bandes ou sur l'ordinateur, ça reste le même principe, quand même. Hein. Et alors aujourd'hui, voilà, quand tu accueilles un artiste, là, comment ça se passe au début? Qu'est-ce que l'artiste vient chercher? Comment tu travailles avec eux? C'est quoi ta philosophie voilà, pour démarrer un disque C'est prendre du temps avec les gens avant de commencer. C'est-à-dire prendre du temps, c'est... aujourd'hui, je n'attaquerai pas un tu fais pas, par exemple, du mixage, voilà, on t'apporte un... Alors si, pour du mixage, si, parce que... Mais là, je parle plus quand j'enregistre et que je mixe et que je masterise, quand je fais toute la chaîne de production d'un disque. Effectivement, je vais prendre du temps avec les artistes, de les rencontrer, de discuter avec eux, d'écouter leurs démos, d'éventuellement aller les voir en répète si c'est un groupe, par exemple. D'accord. De bien comprendre ce qu'ils attendent de moi et voir humainement si les choses se passent ou pas entre nous. Et si c'est le cas, effectivement... De partir de leur démo et puis moi de leur proposer des choses et assez rapidement de passer à la démonstration. Ça veut dire, à un moment donné, quand on parle de son, etc., c'est bien d'écouter, quoi. De se faire écouter des choses, qu'est-ce que vous cherchez, puis moi traduire ça en schéma technique un petit peu, quoi. Comment je vais procéder, comment... Et est-ce que le fait que toi tu sois musicien, j'imagine, ça t'aide beaucoup aujourd'hui dans le métier d'ingénieur du son? Bah ouais, c'est sûr. Est-ce que voilà, pour quelqu'un qui veut démarrer dans ce métier-là, pour toi, c'est indispensable d'être musicien? Moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je dissocie pas le son de la musique. Donc, ouais, c'est tellement évident. Ouais, c'est tellement évident, ouais. Sachant que moi, je fais pas de son à l'image en plus. Je mixe pas des choses pour de la vidéo, pour du cinéma, etc. Donc pour moi, le son, c'est la musique, en fait. Donc, ouais... Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des grandes étapes de prise de conscience dans la manière de mixer, par exemple. Parce que le mixage, on évolue toute sa vie, je pense, hein, dans l'apprentissage, dans la quête perpétuelle de ce qu'on a dans la tête, de ce qu'on apprend, de l'enrichissement des rencontres et tout. Mais je pense qu'il y a eu quand même des étapes clés sur comprendre que le mixage est extrêmement tributaire de l'arrangement, extrêmement tributaire des musiciens, de l'interprétation, et que finalement le mixage, c'est ça, quoi. En fait, c'est de l'arrangement, c'est... tout est lié. Tout est lié, ouais. Et souvent, il y a des nœuds, des fois, on se focalise sur des trucs techniques de son, et en fait, le nœud, il vient pas de là, il vient de l'arrangement. Il vient de la musique. Donc, il vient de la musique. Donc, effectivement, on peut pas avoir des trucs séparés, quoi. Je veux dire, le son, la technique, les plugins, les EQ, tous ces trucs-là... faut que ça soit induit totalement lié à la musique, aux musiciens. C'est des outils, quoi, c'est tout, quoi. Et au niveau du matériel, aujourd'hui, tu estimes être arrivé au bout de ce que tu recherchais? Tu travailles Non. Non, je trouve que c'est passionnant aujourd'hui parce qu'on commence à avoir des outils numériques performants. Il y a une période où on nous a fait croire... Là, je fais allusion au marketing de l'audio. On nous a fait croire que ces outils allaient, pour moi, remplacer le domaine analogique. Et en fait, moi, aujourd'hui, ma conclusion à ce jour, c'est que non, ça n'a pas remplacé. C'est autre chose, en fait. C'est super bien. L'analogique, c'est super bien. Et le numérique, c'est super bien. C'est deux mondes. Et en fait, aujourd'hui, je trouve ce qui est passionnant, c'est de mélanger ces deux mondes-là, quoi. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler. Bah oui, avec plaisir. Ok, super. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelqu'un qui veut démarrer, qui veut devenir ingénieur du son, qui commence à se passionner pour ces métiers-là aujourd'hui, est-ce que tu l'encouragerais? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir de vivre de ce métier-là? Est-ce que c'est dur? Ce serait quoi ton conseil? Je pense qu'il faut faire ce métier pour les bonnes raisons. Et oui, je pense qu'on peut encore en vivre sans problème. Et je pense qu'en plus, on est à une phase où il y a eu quand même une période entre la crise du disque, entre l'arrivée vraiment du home studio chez le musicien qui pensait qu'il allait se passer de professionnel du son, etc. Il y a eu quand même une période qui était compliquée, quoi. Pour vivre du mixage, etc., c'était pas évident.
Mais je pense qu'on a passé un peu cette phase et que oui, moi, le conseil, c'est il faut aller là où le son se fait, quoi. C'est-à-dire, il faut aller dans des studios, il faut aller être stagiaire, il faut voir les autres travailler, il faut s'enrichir des rencontres, quoi. En fait, c'est vraiment le truc, quoi. Faut pas faire ce métier, voilà, quand je dis pour les bonnes raisons, faut pas faire ce métier pour l'argent. On peut en gagner, c'est sûr, on peut essayer d'en vivre et on peut y arriver, mais il faut faire par passion de ce métier, quoi. Et puis il faut, je veux dire, moi c'est vrai que je pense que j'ai fait ce métier à la base pour la musique, pour le son, pour tout ça. Et aujourd'hui, je pense que le truc qui passerait presque avant, c'est les rencontres, quoi. C'est les gens, en fait. Ouais. C'est les échanges avec les gens, avec les musiciens, tous les artistes avec qui j'ai travaillé, la confiance, tous les moments d'intimité, le studio, la scène. C'est un peu magique, tout ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est une chance de faire ce métier. Oui, ça c'est... Moi, j'y crois autant que quand j'avais 11-12 ans, quoi. C'est un truc... je pense que je suis toujours autant passionné. C'est un métier génial, c'est sûr. Bah, écoute Fred, merci pour avec plaisir. cette première petite interview, ce premier podcast. On aura l'occasion de se revoir normalement tous les mois. Avec grand plaisir, pas de problème. Pour aborder plein de thématiques, puis avec aussi peut-être plein de rencontres pour les prochains podcasts. On le souhaite. Merci bientôt. Fred, à bientôt. À bientôt.